we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? Oui, quand on prend ça sans contexte, on se demande de quoi il parle ici, le président américain. Mais il parle de l'Alcatraz, des alligators. Et puis, il suggère aux gens qui sont détenus là de ne pas tenter de fuir. Aussi, on tente de courir en zigzag. Parce que là, j'ai appris qu'un alligator ne court pas en zigzag et court en ligne droite. Parce qu'on est en plein milieu des Everglades. Oui, ça a l'air particulier quand on l'explique comme ça, mais c'est le genre de déclaration qu'a fait Donald Trump au cours des dernières heures pour expliquer son nouveau projet, un nouveau centre de détention temporaire qui se trouve en Floride. Je vous montre tout de suite sur la carte. Dans le sud de la Floride, bien connu pour les Everglades, ces fameux marécages où il y a beaucoup d'alligators. C'est là qu'on a construit, sur le site d'un ancien aéroport, sur le tarmac, où je vous y amène avec des images aériennes. On a installé comme ça des dizaines et des dizaines de tentes. C'est un centre de détention donc temporaire où seront dirigés des détenus à compter d'aujourd'hui même. Donald Trump, qui donc a visité le site en parlant d'alligators, bien c'est ça, dans les Everglades, c'est bien connu pour avoir une grande population. Donald Trump qui s'est rendu sur place, a visité les installations, ça vient tout juste d'être inauguré. Il y avait sur place aussi le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. C'est une alliance entre la Maison-Blanche et l'État de la Floride, ça s'est fait rapidement. La Floride qui a acheté le terrain pour la somme de 20 millions de dollars. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne là, sur le terrain. Ça a pris 8 jours à installer tout ça, très, très, très rapidement. Il y a 8000 mètres de barbelés qui entourent le site. On va y détenir jusqu'à 5000 personnes. Des gens considérés par l'administration Trump comme des gens qui sont entrés illégalement aux États-Unis, 400 agents de sécurité, jusqu'à 1000 employés sur place, 200 caméras de sécurité et 16 kilomètres de marécages, de zones marécageuses qui entourent le site. Alors, à l'intérieur des tentes, là, ce que vous voyez, là, le pourtour, c'est vraiment de grandes tentes. Oui. Il y a une toiture, là, il y a une toiture, c'est fait en tente. On a mis ça directement sur le tarmac de l'ancien aéroport. À l'intérieur, ce sont des lits très rapprochés les uns des autres, des lits superposés en métal avec une clôture tout autour. Donc, on peut comprendre que lorsque les gens vont arriver, ils seront dirigés vers ces sites-là en attente de savoir ce qu'il va devenir de leur sort. Ça va coûter 450 millions par année, ce projet-là, mais c'est moins cher, semble-t-il, que de rouvrir Alcatraz, qui se trouve à San Francisco. C'était un projet que souhaite toujours faire, d'ailleurs, Donald Trump. Alors maintenant, sur le projet en Floride, on peut écouter Donald Trump suivi de Ron DeSantis. We have a lot of bodyguards and a lot of cops that are in the form of alligators. You don't have to pay them so much. But I wouldn't want to run through the Everglades for long. It will keep people with us. We've got very red states that should be doing this just as much as Florida's doing. That will increase their numbers. And then what happens is you'll have a lot of people that will deport on their own because they don't want to end up in an alligator Alcatraz or some of those other places. Beaucoup d'États républicains qui pourraient être intéressés et ça entraînerait une déportation volontaire. Ce raisonnement-là est contesté. Absolument. Il y a déjà des manifestations qu'on a pu voir, des gens qui sont sortis rapidement dans la rue pour dénoncer ce projet-là. On parle d'un projet inhumain. Il y a aussi une communauté autochtone qui se trouve tout près du site utilisé. On dit qu'on déplore l'utilisation de ce site-là en raison de sa haute valeur écologique. On a aussi des préoccupations par rapport aux conditions futures de détention de ces gens-là. Est-ce qu'ils auront de l'air climatisé? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'espace? Bref, plusieurs préoccupations qui sont soulevées. Très bien, merci. Au revoir. Raphaël, ça mérite tout ça qu'on s'attarde à cette décision-là aux États-Unis, des centres de détention comme ça. Écoutez, on comprend qu'il y a sans doute des migrants en situation illégale qui font du trafic de toutes sortes de choses, des crapules. Mais il y a sans doute également certains de ces migrants-là qui sont d'honnêtes citoyens, qui travaillent dans les champs, dans les usines, dans la voirie aux États-Unis, pour les avoir vus. On a l'impression que c'est comme une caricature, ces camps de détention. Oui, en même temps, c'est un petit peu ça qui est recherché par l'administration Trump, c'est-à-dire envoyer un message littéralement visuel extraordinairement fort. C'est pas la première fois qu'on voit, par exemple, la secrétaire de la Sécurité intérieure de M. Trump, Mme Noam, qui fait le tour de prisons qui sont critiquées par plusieurs comme ayant des conditions pas tout à fait entièrement humaine, on va le dire comme ça. Autre point à réaliser, c'est que dans le projet de loi dont on parle énormément depuis les dernières heures, qui vient de passer le Sénat, qu'on surnomme, on le sait, le Big Beautiful Bill, la grande et belle loi future potentielle de M. Trump, il y a une augmentation très marquée du financement à la sécurité
frontalière. Donc, venir financer, pas nécessairement cet établissement spécifique-ci, mais des établissements de la sorte et des agents frontaliers à coût de milliers de plus, c'est aussi ce qui est prévu dans le projet de loi qui pourrait devenir loi dans les prochains jours. Bon. Parlons-en justement de ce projet de loi qui est passé, par une seule voix, puis ça a pris le vice-président, comme vous le disiez. On parle, ça suscite beaucoup de grogne également chez des républicains. Alors, les grandes lignes, qu'est-ce que c'est qu'on retrouve là-dedans? On retrouve des centaines de pages de clauses et de dispositions. Donc, de façon résumée, évidemment, on ne peut pas tout mentionner, mais les faits saillants. Et peut-être l'aspect le plus controversé qui est contesté par plusieurs, à la fois chez les démocrates et les républicains, les coupes dans le programme Medicaid, système d'assurance maladie publique national pour les Américains et les Américaines les moins nantis. Également, d'un point de vue fiscal, on vient reconduire, prolonger dans le temps les baisses d'impôts que Trump avait signées à la fin de la première année de son premier mandat en 2017, à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. On vient en fait élargir également ces baisses d'impôts-là en ajoutant des choses comme le pourboire et le temps supplémentaire qui, jusqu'à maintenant, sont taxés par le gouvernement fédéral américain, ne le seraient plus. Et on vient, comme je le mentionnais il y a un instant, notamment augmenter la sécurité frontalière et la sécurité, si on veut, militaire nationale en augmentant le budget du Pentagone. Donc, il y a beaucoup de choses. Évidemment, je viens juste de faire un survol. Pourquoi est-ce que c'est contesté du côté républicain? De un, parce que les voix les plus à gauche, les plus centristes, les plus modérés du caucus républicain, à la fois à la Chambre et au Sénat, trouvent qu'on va trop loin dans les coupes budgétaires de programmes comme Medicaid. Et de l'autre côté, les voix les plus conservatrices, les plus à droite, trouvent qu'on ne va pas assez loin pour restreindre la croissance des dépenses fédérales à Washington et que ça risque d'avoir un impact négatif sur la situation de l'endettement public aux États-Unis. Donc, ce qu'on a politiquement présentement, c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on a la pièce législative maîtresse, la seule et unique du deuxième mandat de M. Trump, dans laquelle à peu près tout a été fourré, toutes ses priorités législatives, qui est vue de façon extraordinairement impopulaire. Pourquoi? Parce que les démocrates sont de façon homogène en bloc contre. D'ailleurs, il n'y a pas un seul élu à la Chambre ou au Sénat dans le caucus démocrate qui a voté pour. Et même les républicains, de leur côté, sont divisés. Donc, ça donne un portrait dans lequel, sondage après sondage, semaine après semaine, par une marge d'à peu près 20 points de pourcentage, il y a davantage d'Américains et d'Américaines qui disent avoir une opinion négative que positive de ce projet de loi-là, encore une fois, qui pourrait devenir loi de façon imminente. Bon, c'est passé à 51-50 hier avec le vice-président. Là, ça va à la Chambre des représentants. Eux ont un calendrier législatif beaucoup plus fréquent là, que les sénateurs. Alors, est-ce qu'ils sont animés par la réélection? Ils se disent, oh, il va falloir trancher d'ici là? Loin de moi, Marc-André, de souffler un vent de cynisme avec vous ce matin, mais les politiciens sont toujours animés d'abord et avant tout, de façon majoritaire, par un désir de réélection. Une fois que ça s'est dit, dans le cas spécifique qui nous intéresse, il y a plus que ça qui leur souffle dans le cou. Il y a le président qui a imposé une sorte d'échéancier, si on veut, arbitraire, symbolique du 4 juillet. On veut, à la Maison-Blanche, pouvoir tenir une grande cérémonie de signature de loi pour la fête nationale. Je ne dis pas que ça va se produire. Je vous dis que la pression, elle est mise sur les élus républicains depuis les dernières semaines d'y arriver. On va y arriver. Bien, pour répondre à ça, la plus importante variable, c'est la suivante. Est-ce que la Chambre des représentants, à son tour, modifie le projet de loi du Sénat? Si on le modifie, ne serait-ce que d'un alinéa, un paragraphe, on doit le renvoyer au Sénat. Ça devient une sorte de partie de ping-pong, évidemment plus difficile de terminer ça en l'espace de quelques heures. Si, au contraire, on vote pour tel quel ce qu'on a appuyé au Sénat il y a quelques heures, bien là, c'est réaliste de penser qu'on pourra avoir une grande cérémonie de signature à la Maison-Blanche d'ici le 4 juillet. Tout ça pour vous dire, c'est volatile pour les 48 prochaines heures. Bon, mais on va suivre ça. Ça va animer nos discussions fort probablement. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.